C'est un véritable son de Formule 1. Ça hérisse les poils. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est chez House of Cars pour présenter cette magnifique Gallardo qui est à la vente. On va vous faire un essai complet de la voiture comme on fait d'habitude et à la fin on vous donnera le prix, donc si ça vous intéresse restez jusqu'à la fin. On est sur une Gallardo 5 litres V10 coupée avec la boîte e-gear. Donc la boîte e-gear c'est la boîte manuelle robotisée. Donc on a quand même les palettes. Donc sur cette voiture là, c'est une 2004, la Gallardo a été produite de 2003 à 2013. C'est une machine ici, on a 500 chevaux à 7800 tours, régie max 8002 et puis on a 510 Newton à 4008. Donc ça se déplace quand même vachement fort pour une voiture d'il y a 20 ans. On a la transmission intégrale avec autobloquant mais donc qui vient de chez Audi, c'est une quattro un petit peu modifiée. On a grosso modo une tonne 650 mais ça n'empêche pas la voiture d'avoir des performances assez dingues parce qu'on a le 0 à 100 en 4 secondes 2 et ça prend je crois 309 de Vmax, donc ça reste une machine de fou. En termes de ligne, je trouve que c'est vraiment un design complètement intemporel. Donc c'est Luc Donkerwolke, donc c'est un belge, un designer belge qui a fait la Murcielago et celle-ci, et franchement je trouve que c'est ultra sexy dans cette couleur là. Donc à savoir Lamborghini avant l'arrivée d'Audi, c'était des machines compliquées à conduire qui n'étaient pas hyper fiables. Audi, avec leur connaissance, avec le quattro, leur gestion de l'électronique et leur savoir-faire allemand, disons, ils ont réussi à faire un produit avec une ligne sexy mais roulable au quotidien. Donc au niveau de la spec plus proprement parler, donc on est sur un Thalasso grey metal qui est pour moi somptueux. C'est souvent une voiture qu'on voit en rouge, en jaune et qui peut avoir un côté un petit peu m'as-tu vu. Ici bon, la voiture est magnifique donc les gens la regardent, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce côté oh là là c'est une Lamborghini flashy. Petite chose avant d'entrer à l'intérieur, donc on est sur des jantes en 19, du 2,35 devant et du 2,95 derrière. By the way, les pneus sont tout neufs, c'est des 2025 et l'intérieur on est sur un beige et noir. C'est une voiture où faut pas être trop grand, ça c'est vraiment typique Lamborghini. On a une petite meurtrière pour voir la route, on est relativement bien installé. Les sièges englobent bien, c'est assez sympa. On a un typique de ces époques-là, on faisait beaucoup ce plastique un peu imitation cuir. C'est d'époque la voiture a 25 ans, mais honnêtement il n'y a pas de craquement, donc ça vieillit relativement bien. On a un ciel de toit qui est magnifique, qui est en Alcantara, tout en Alcantara, c'est vraiment trop beau. Strict de place, au niveau du rangement, c'est pas énorme. On a un petit coffre devant, mais c'est tout. On a encore un chouette frein à main mécanique, ça je trouve ça cool. Hop, au moins ça force pas sur la boîte quand on se gare. Donc à savoir que c'est pas forcément les plus belles années de Lamborghini en termes de finition. Maintenant on est vraiment sur des produits ultra haut de gamme. Et donc à l'époque c'était le bas de gamme de Lamborghini, hein, comme je le dis. À l'époque ça valait quand même 150 000 euros, donc c'était quand même des budgets. Quand on vient s'installer à bord, donc on a ce chouette volant à nez plat. On a des palettes qui sont très particulières, hein, qui sont fixes, mais qui sont vraiment toutes petites. Et au final ça tombe relativement bien sous les mains, ça c'est pas problématique. On a 4 compteurs avec un petit écran digital au milieu, compteur de gauche pour la tempée, de droite pour le tank, le régime maxi, un 8200 tours, le contour qui est assez cool, et le compteur de vitesse jusqu'à 340 km/h, ça c'est ultra sexy. Quand on est à bord de la voiture, on regarde dans le rétro, on a des rétros somptueux avec l'entrée d'air derrière pour le moteur, c'est canon. Ici on a encore de nouveau des instruments qui nous permettent de voir un petit peu où on en est. On a un mode sport qui donne l'impression de relancer plus fort, donc quand on rétrograde, qui relance plus fort les gaz, on a un peu plus de bruit. La boîte automatique, il suffit celle-ci, quand on est en boîte automatique, il suffit d'appuyer une fois sur une ou l'autre palette et puis on est en manuel. Le bouton pour l'ESC, on a l'ESP qui est là mais bon on n'y touche pas. Au niveau de la présentation c'est c'est pas hyper luxueux. La pièce maîtresse est derrière, on va vous la montrer. Donc la trappe pour venir ouvrir le moteur est juste derrière ici, hop. Donc la raison pour laquelle il faut acheter cette voiture, en plus de cette ligne ultra sexy, elle est juste là. Ce V10 5 litres est juste exceptionnel quand on se dit qu'on peut avoir pour moins de 100 000 euros en 2025, où globalement on fait des voitures pas hyper exceptionnelles, où on s'ennuie un petit peu, il y a des aides à la conduite partout, ça fait bip bip dès qu'on dépasse les limitations de vitesse. Ici on a un V10 Atmo qui prend plus de 1000 tours, qui sort 500 chevaux, qui reste docile parce qu'on a les 4 roues motrices. Le couple et la puissance est relativement haute, donc en fait on va pas se faire peur avec une arrivée de couple comme avec un moteur turbo ou autre. C'est vraiment pour moi une machine d'exception et en fait ça reste accessible. Je veux dire, ça reste le prix d'un 718 Cayman GT4. Alors au final, oui, on a une machine qui est moins performante, qui est moins faite pour aller sur circuit, etc. Là, on a un objet intemporel, sûrement un bon investissement, et qui plus est, bon, là, elle sort complètement de l'entretien. Là, elle est nickel celle-ci. Et franchement, ça reste ultra roulable. C'est vrai, bon, la boîte est relativement lente, il faut lâcher un petit peu les gaz quand on vient changer de vitesse, sinon il y a des à-coups. Mais au final, c'est comme tous ces simples embrayages qu'on pouvait retrouver sur les Maserati, les Ferrari, etc. de l'époque.
Quand on est à l'intérieur de cette voiture, franchement, on s'y sent bien. C'est assez imposant visuellement. On a un gros tableau de bord qui vient tomber, je vois pas les phares, je vois rien. Donc ça donne l'impression d'être assez gros alors que la voiture ne l'est pas trop. On a vraiment une position de voiture de course. On est assis très très bas, on est obligé de regarder très loin. Et moi, je freine pied gauche sur les voitures à 2 pédales, disons, comme en course. Et on a une position de conduite qui le permet vraiment. On fait d'une certaine manière du coup vraiment corps avec la machine. Et honnêtement, les Hinton 650, on les sent pas vraiment quoi. La direction est assez légère mais en même temps assez précise, donc ça reste bien. Feeling du frein est un petit peu mou. C'est un peu lié à ce type de voiture là et c'est pour ça aussi qu'elle est aussi facile à rouler tous les jours. C'est parce que c'est pas vraiment une voiture de circuit. Le feeling d'axel est nickel. On doit quand même mettre une bonne pression et du coup ça la rend très précise. La boîte passe très très bien. Comme j'ai dit, il suffit on est en 5, on vient mettre la 6, on relâche un petit peu les gaz et on la reprend. Ça rend vachement la conduite vachement plus douce que si on garde les gaz, on change de vitesse, on a vraiment un super gros à-coup derrière la nuque. Et puis c'est pas très bon au niveau mécanique. Donc, en termes de dynamisme à l'intérieur, on se retrouve à avoir une voiture qui est très stable, qui est vraiment bien campée sur les suspensions. On n'a pas de rebond parasite comme on pourrait avoir avec une voiture qui est trop dure. Ça absorbe relativement bien les chocs. On n'a pas tellement de mouvement de caisse quand on vient freiner. La voiture plonge pas totalement. Par contre, quand on accélère, on a quand même, du coup la voiture charge derrière parce qu'il y a un peu de puissance. Et vu que la boîte n'est pas très rapide, on peut avoir du coup un mouvement balancier entre les deux. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir pas beaucoup de poids sur la direction, donc ça tourne pas beaucoup. Et puis on change de vitesse, et puis beaucoup de poids sur la direction, et donc ça tourne beaucoup. Donc ça, c'est un peu le point dynamique, je dirais, où il faut faire un petit peu attention avec ce genre de boîte-là. Sinon, c'est une voiture, franchement, que n'importe qui peut conduire. C'est très facile. On oublie qu'on est dans un outil dans une voiture qui fait 500 chevaux. Donc dynamiquement, c'est vraiment bien fait pour rendre une voiture supercar accessible. Donc vous aurez l'extrait du son quand on passe dans le tunnel. C'est un véritable son de Formule 1. Ça hérisse les poils. Là, cette voiture-là, j'avais oublié d'en parler, mais donc il y a un catalyseur sport dessus. Il y a bien évidemment les catalyseurs d'origine qui sont disponibles avec la voiture. Mais le son est c'est encore plus criard qu'une STO. Et cette boîte qui la rend imparfaite donne une forme d'engagement, alors que normalement une boîte auto, clac, on vient mettre la palette. Ici, on doit faire une gestion de pédale de gaz pour faire corps avec la voiture. C'est vraiment assez unique comme expérience d'avoir un moteur qui allonge comme ça, qui chante, qui hurle. Et en même temps, il y a une base d'Audi, donc en Audi, on sait très bien que c'est fiable, que tout marche bien. Et voilà, je trouve que le compromis est juste fou, quoi. Et encore une fois, on parle de moins de 100 000 euros. Oui, c'est un montant, mais bon, n'importe quelle voiture maintenant, un peu de sport vaut 100 000 euros. Et là, on a une machine juste d'exception. Donc voilà, j'espère que l'essai vous aura plu. Si jamais c'est une voiture qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de House of Cars. Elle est là-bas, elle est disponible. Elle a 94 900 euros, full entretien terminé, les nouveaux pneus, etc. Et dans un vraiment un bel état. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à les appeler ou faire une petite demande sur leur site.